Bonjour Fabrice, je suis super content de te retrouver dans cet épisode des Scientific Day pour parler de la compression. Je te remercie aussi d'avoir trouvé le temps au milieu de l'emploi du temps, puisque quand on enregistre, on est en pleine vacances d'automne, donc je te prends un peu de temps sur ton temps libre. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui te connaissent probablement pas? Ouais, bonjour Cyril, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir de participer à ce podcast sur des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc, Fabrice Vercrussen, je suis maître de conférence depuis 2005 à l'Université de Toulon. Alors, mon objet de recherche a longtemps focalisé sur l'efficience énergétique, les indicateurs d'efficience énergétique comme le coût énergétique, la consommation d'oxygène pulmonaire, mesure à l'exercice. Et puis, je me suis intéressé particulièrement aux paramètres qui influencent l'efficience énergétique. Et dans les paramètres externes, je me suis intéressé aux vêtements compressifs. Pour juste replacer le contexte, je viens d'expliquer à nos auditeurs, avec deux ou trois méta-analyses, essais contrôlés, randomisés, etc., que j'avais dans la littérature, que les vêtements compressifs, c'est pas si à l'effort. On va aujourd'hui se concentrer dans cet épisode uniquement sur compression et effort. On se retrouve la semaine prochaine pour parler avec toi compression et récupération. Mais je viens d'expliquer que en fait compression et performance sportive, il semble ne pas y avoir tant d'effets que ça. La première question du coup moi que j'ai envie de te poser, c'est en fait pourquoi? Pourquoi est-ce que en fait les vêtements compressifs et la perf ça marche pas? Parce que sur le papier ça me paraissait si logique. Alors, je pense qu'il faut recontextualiser les choses. Il faut repartir du point d'ancrage qui est le domaine médical, puisque la compression thérapeutique, on peut parler en ces termes, focalisée sur un type de population, les populations qui étaient en insuffisance veineuse, chronique ou aiguë, et qui pour traiter ce type de désordre, de dysfonctionnement, portaient des manchons ou des vêtements compressifs. Comme tout le monde le sait, il y a différentes classes de compression et plus l'insuffisance veineuse est importante et plus la classe est importante. Donc, on peut aller jusqu'à 30 à 35 millimètres de mercure appliqués sur les surfaces corporelles. Alors, pourquoi on parle de millimètres de mercure? Tout simplement parce que c'est l'unité de pression, c'est l'unité de mesure qui est directement utilisée. Puis en fait, c'est une pression qui est appliquée donc sur la surface musculaire. Donc, on part du domaine médical et puis on voit que ça marche très très bien sur les aspects hémodynamiques. Alors, c'est un terme pompeux, on va parler plutôt d'aspects circulatoires, microcirculatoires. Ça marche très bien parce que ça permet d'améliorer le retour veineux. Voilà, ça permet d'améliorer donc par extension le débit sanguin périphérique musculaire. Donc, des effets qui sont quand même très bénéfiques pour ces populations-là. Donc, les équipementiers ont focalisé là-dessus et se sont dit, tiens, pourquoi pas l'appliquer sur l'exercice. Alors, les premières études, je pense que c'est dans les années 2000, 2005, 2010, vraiment spécifiques course à pied, notamment avec les études de l'allemand Sperlich, qui montrent finalement que à l'exercice, ça marche pas très bien, surtout en course à pied sur un tapis roulant, même en modifiant l'intensité de compression, en modifiant les surfaces musculaires recouvertes, finalement, on se rend compte que l'effet de la compression est plutôt alors pas délétère, mais nul d'un point de vue statistique. Donc, à considérer maintenant plusieurs paramètres, parce que là, on est sur du contexte de laboratoire avec des exercices qui sont pas très longs. Maintenant, se pose la question de savoir ce qu'il en est sur des exercices un peu plus longs. C'est assez intéressant ce que tu soulèves. Alors la première question, juste avant qu'on passe sur la partie plus long, parce qu'en fait moi j'avais vraiment cette question en tête sur laquelle je voulais discuter avec toi juste après. En fait, on est d'accord là de ce que tu viens d'expliquer. Le principal mécanisme des vêtements compressifs, c'est un changement dans la circulation sanguine. Ça améliore le retour veineux, donc ça améliore par exemple pour des personnes qui ont des troubles, ça va améliorer leurs conditions. Est-ce que en fait le problème à l'effort, c'est qu'il y a un effet plafond? La circulation sanguine, elle est déjà augmentée par l'effort, elle est quasiment à son maximum, mais en fait, tu peux rajouter de la pression, tu peux pas, à un moment, tu es au max. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Il y a un effet plafond, en fait, que l'effort induit? En fait, il faut comprendre que le retour veineux, il est assuré principalement par l'efficacité des pompes musculaires. Voilà. Donc, on a le mollet qui représente un peu le cœur périphérique, entre guillemets. C'est une jolie métaphore.
tout simplement pour marquer l'importance de de ces masses musculaires dans la redistribution des masses sanguines. Puis on a une petite semelle sur la voûte plantaire qui s'appelle la semelle de Lejar, c'est qui est vraiment une première petite pompe veineuse qui va être activée dès que la collision avec le sol a lieu. Donc, on a une première semelle qui fonctionne et qui va chasser le sang vers les mollets. Puis, on a une deuxième pompe qui est très efficace au niveau du mollet et qui va rechasser le sang un peu plus haut vers le cœur. Donc, ces deux pompes fonctionnent relativement bien et ont pour objectif de contrebalancer l'impact de la pesanteur qui va donc déterminer l'intensité de la pression hydrostatique. Donc, en fait, ce qui se passe à l'exercice, c'est qu'on a une forte pression intramusculaire, naturellement, qui se fait par l'efficacité de ces pompes. Et donc, surajouter une pression mécanique externe par la compression ne semble pas être une bonne stratégie, en tout cas à l'exercice, et notamment sur les paramètres circulatoires. Du coup, je reviens sur ce que tu as soulevé juste avant. En fait, comme tu le disais dans les études, et comme je l'ai dit quand j'ai présenté les études juste avant dans l'épisode, la plupart du temps, les performances qui sont mesurées, les groupes qui sont comparés, donc compression versus pas de compression, ça va être sur des efforts type, par exemple, time trial, on met les gens 10 minutes 10 km sur un tapis le plus vite possible, ou alors des temps jusqu'à épuisement. Il y a rarement des efforts qui durent plus de 1 heure ou 1 heure et demie, tu vois. Et la question là que je me pose pour les auditeurs j'ai quelques auditeurs qui sont très orientés longue distance et trail, qui vont faire des efforts de 6h30, 7h, 20h, 24h, où là, il y avait la diagonale des fous il y a pas longtemps, il y a des gens qui terminent en 40 heures. Est-ce que imaginons, il y a des tout petits effets, mais est-ce qu'ils peuvent pas devenir un tout petit peu intéressants, par exemple, sur des efforts comme un UTMB ou une diag? Ouais, alors ça, c'est une super bonne question dans le sens où, alors c'est déjà des réflexions que l'on avait il y a quelques années. Il y a très peu d'études qui se sont penchées sur cette problématique du modèle de l'exercice de longue durée. Alors oui, j'ai envie de dire pourquoi pas. Effectivement, la plupart des données de la littérature focalisent sur des exercices de courte durée, 40 minutes, 1 heure, parce que c'est quand même assez soporifique de courir à une certaine intensité sur un tapis roulant. Et puis, j'ai envie de dire, il faut se rapprocher de la condition écologique, donc de la condition réelle d'activité. Si on s'oriente vers les activités d'ultra, on pourrait avoir effectivement des effets sur des paramètres tels que les douleurs musculaires ressenties, parce que bon, on en parlera un peu plus dans la partie récupération la semaine prochaine, mais c'est un des paramètres qui ressort le mieux, c'est-à-dire que le simple fait de porter un vêtement compressif pendant de longues heures, eh bien atténue pour certains, hein, et ça c'est les données de la littérature qui parlent, les douleurs musculaires ressenties. Donc c'est un élément perceptif qui est quand même assez intéressant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des bons répondeurs et des mauvais répondeurs aussi à la compression. Et ça, j'ai toujours en tête une étude parce que j'en ai trouvé qu'une là-dessus. C'est l'étude de Stickford en 2015 qui montre très clairement que on peut avoir une grande variabilité des effets de la compression sur le coût énergétique, par exemple, avec des variations qui peuvent aller de -5 jusqu'à +5%. +5% de gain en termes d'économie de course. Alors, c'est pas rien parce que gagner 1% d'économie de course, c'est gagner, je crois, de tête 0,5 mètres par seconde, donc c'est 0,17 km/h, hein, grosso modo. Et donc, quand tu multiplies par X%, eh ben, on peut arriver sur des gains de temps allant de 2 minutes 30 sur un 10 km jusqu'à 10 minutes sur un marathon. Bon, on n'en est pas encore là, mais les études, on les attend. Moi, je les attends avec grande impatience. Là, j'ai pas trop le temps de m'y pencher, mais pourquoi pas dans quelques temps. Ouais. En tout cas, je fais juste un petit lien avec deux choses qui me viennent en tête. Premièrement, il y a dans les modèles d'arrêt de l'effort, il y a le modèle qui est un peu connu de la chasse d'eau, qui dit qu'en fait, tu as plein d'afférences qui vont te pousser à l'arrêt, et peut-être que effectivement sur de la longue distance, si tu as moins d'afférences de douleur, pour revenir sur ce que tu disais, tu as moins de douleur, bah, tu as moins ces afférences négatives, donc peut-être que ça peut t'aider à aller un peu plus loin dans l'effort. C'est peut-être des effets minimes, et comme tu le dis, il n'y a pas d'études, donc là, on est en pure supputation. Mais voilà un élément que j'ai en tête. Et l'autre truc sur lequel je voulais rebondir, dans une des études que j'ai vulgarisées au début de l'épisode, celle de McCrae, il mettait en avant cette variabilité énorme dans les compressifs sur le confort. Ils ont fait porter plusieurs vêtements compressifs aux participants avec des pressions différentes.
Et de manière générale, il y avait une petite diminution du confort perçu, mais il disait qu'en fait, la variabilité était gigantesque. Il y a des gens qui trouvaient ça super confortable quand ça augmentait, en fait, et des gens qui trouvaient ça hyper inconfortable. Donc là aussi, tu as peut-être beaucoup de variabilité dans la réponse au compressif. Oui, puis alors tout dépend des masses musculaires, enfin Ouais. des circonférences des masses musculaires. Parce que quand tu prends par exemple un manchon de compression, donc tu l'achètes chez un équipementier, dans un magasin, bon peu importe, et on t'annonce en moyenne entre 10 et 15 millimètres de mercure. D'accord? Donc il faut savoir que c'est une valeur qui est normée, qui est déterminée par l'entreprise, mais qui va être modifiée lorsque le sujet portera le vêtement compressif. Ok. Donc, en fonction des circonférences des masses musculaires, on peut avoir des modifications d'intensité de pression. Et ça, on ne peut pas le mesurer concrètement. Ok. Donc, ça va également jouer sur le confort en fait, du textile. Merci, c'est super clair. Moi, j'ai une autre question à te poser qui va peut-être être rapide. J'espère que je fais pas trop d'associations d'idées farfelues, mais si c'est le cas, tu me le diras. J'ai l'étude en tête de Broch en 2019 qui montre que avec du compressif, il y avait moins d'oscillations musculaires verticales. Donc ça, ils avaient trouvé ça. Par contre, ça se traduisait pas en une meilleure économie de course, etc. La seule chose qu'ils avaient montré, c'est moins d'oscillations verticales. Et à côté, tu avais des méta-analyses d'autres études qui montraient qu'avec compressif ou sans compressif, tu n'avais pas de différence dans les dommages musculaires. Donc d'un côté, on a une étude qui nous dit le muscle bouge moins, et de l'autre, on a une méta qui dit, bah, par contre, le muscle est toujours cassé après un effort physique avec du compressif. La question que je me posais, et c'est peut-être un peu loin du compressif, mais c'est assez logique, c'est pas l'oscillation musculaire qui génère des dommages musculaires? Je ne sais pas s'il y a des relations de cause à effet. Mhm. Il faut se pencher aussi sur les différents paramètres d'un point de vue méthodologique qui sont utilisés pour quantifier cette relation. Alors là aussi, on peut recontextualiser, c'est-à-dire que lorsqu'on court, voilà, sur chaque collision, sur chaque interaction entre le pied et le sol, on a une onde de choc en fait qui va être générée et qui va être répartie sur l'ensemble du système musculo-squelettique. Et en fait, cette onde de choc, c'est ni plus ni moins une vibration musculaire. Cette onde de choc va générer une quantité de vibrations musculaires dont l'intensité, j'ai envie de dire, va être atténuée naturellement par les structures osseuses et par les tissus mous. Les tissus mous, en fait, ce sont les masses musculaires, par exemple. D'accord? Lorsque ces masses musculaires absorbent la vibration, en gros, on est dans une situation de préservation, de protection des masses musculaires à l'égard de la fatigue, si on peut utiliser cette notion-là. Mais au fil des heures, notamment en ultra-trail, la capacité des muscles à amortir, à absorber ces vibrations est moindre. Et par conséquent, porter des vêtements compressifs, notamment sur les masses musculaires qui sont très sollicitées lors de l'exercice, je pense plus particulièrement aux quadriceps, qui sont vraiment des gros amortisseurs d'ondes de choc, eh bien, constitue un réel intérêt, en tout cas, constitue une stratégie externe pour immobiliser les masses musculaires, les gainer, comme ça, on pouvait même parler de gainage musculaire, et par conséquent, cette stratégie pourrait avoir un impact sur la fatigue. Alors nous, on l'avait étudié dans les années 2016-2017, puisque j'ai travaillé de nombreuses années avec l'équipementier Salomon. J'étais responsable scientifique de projet pendant 10 ans. Il y a une étude très sympa qu'on avait sortie avec Sabine Hirschstrom et Jean-Benoît Morin, où on montrait très clairement que le fait de porter des manchons de compression et des cuissards de compression à l'exercice sur une course de descente pendant 40 minutes permettait de réduire la quantité d'accélération. Donc, on avait mis des accéléromètres sous les vêtements compressifs qui diminuaient le nombre d'oscillations musculaires. Alors, à l'issue des 40 minutes, on montrait une réduction significative de la fatigue musculaire à partir de différents indicateurs, mais ces effets étaient potentialisés en phase de récupération. C'est-à-dire que lorsque les sujets enlevaient les vêtements de compression pendant la phase de récupération, ces sujets-là étaient, j'ai envie de dire, protégés par rapport à ceux qui n'en avaient pas porté pendant l'exercice, notamment sur certains indicateurs de fatigue musculaire. Donc là, c'est vraiment la première étude qui montrait qu'on avait un effet de la compression sur la quantité de vibrations musculaires,
hein, objectivé à partir des accélérations. Par contre, pas de corrélation avec le coût énergétique, parce que indépendamment du fait de porter ou non de la compression, on avait toujours ce coût énergétique qui était altéré après 40 minutes de descente. On a eu un petit effet sur la fatigue musculaire, mais les effets ont été surtout notables en phase de récupération, notamment sur les 24 heures qui ont suivi. Donc, c'était une étude assez intéressante. Ouais. Si je me souviens bien, elle est publiée dans Frontiers in Physiology, c'est ça? Ouais, tout à Je fait. mettrai la référence, en description de l'article. Je l'ai pas vulgarisé, peut-être pas encore, mais je pourrais très bien compléter l'article qui est en ligne plus tard avec cette étude. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des compressifs et de l'effort physique, des effets sur l'effort. Ce que je conclus là, moi, de suite, c'est en tout cas ce que ça me laisse entendre avec les propos que tu avances, c'est que il y a peut-être des choses à observer dans des cas très spécifiques comme l'ultra trail, des trucs de très longue distance, mais que pour l'instant, en l'état de la littérature, on sait pas trop. Il y a plus d'évidences qui montrent que ça marche pas très bien, et il manque des études sur de la très longue distance, quoi. Oui, alors je me permets de conclure également, Ah, bien sûr. Cyril. Il faut toujours s'orienter et surtout rester sur les indicateurs utilisés dans la littérature. Parce que, bon, c'est clair qu'il y a pas d'effet de la compression sur les indicateurs de performance. C'est-à-dire que porter de la compression n'améliore pas le chronomètre pour le moment, hein. Après, la performance, ça peut être appréhendée à partir de différents indicateurs. Si on focalise sur les indicateurs de l'efficience énergétique, type coût énergétique, consommation d'oxygène pulmonaire, économie de course, on est bien sur des indicateurs qui sont macroscopiques. C'est-à-dire que tout est mesuré au niveau à l'étage pulmonaire, donc tout est mesuré à partir d'un analyseur d'échange gazeux respiratoire que l'on pose sur le faciès et qui est censé et dont les analyses sont censées refléter ce qui se passe au niveau musculaire. Donc, à mon sens, et là, c'est tout le travail à faire, il est nécessaire de s'orienter vers des techniques, alors toujours non invasives, mais beaucoup plus locales, notamment sur l'évaluation du patron d'oxygénation musculaire, en posant des petites sondes qui s'appellent des NIRS, hein, c'est-à-dire ces spectroscopies dans le proche infrarouge, et qui permettent d'appréhender, de mesurer les changements métaboliques musculaires à partir de l'hémoglobine, et qui renseignent sur l'oxygénation musculaire. Parce que les quelques études qui ont travaillé là-dessus, et notamment tu citais Broach dans ton argumentaire. Alors Broach, c'est l'équipe australienne. Ils ont clairement montré que en phase de récupération, alors pas forcément à l'exercice, mais en phase de récupération, effectivement, on avait une amélioration des paramètres hémodynamiques, mais qui n'étaient pas liés à des effets placebo parce que eux, justement, l'ont mesuré, cet effet placebo. Mais on pourra en reparler avec grand plaisir dans l'épisode de la semaine prochaine. Ouais, super. Eh ben écoute, c'est une super conclusion. Je te remercie encore une fois pour ton temps et pour ces explications très claires. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 sur compressif et récupération. Merci à toi, Cyril. Au revoir. Salut!